Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Prise de vue, épisode 8. Je peux pas croire, ça fait déjà 2 mois que je fais ça à tous les lundis. C'est un projet qui est pas ben difficile à faire, c'est juste moi qui parle de cinéma, puis après ça je fais un peu de montage pour le mettre en ligne. Mais étant donné que je suis occupé, des fois j'avais peur que j'allais rater une semaine ou même abandonner le projet. Puis c'est justement ça la raison d'être de ce projet-là, principalement. Après, bien sûr, partager ma passion du cinéma avec vous autres, c'était de me discipliner à commencer un projet puis passer au travers, pas juste l'arrêter à mi-chemin puis abandonner puis passer à autre chose. Ça fait que jusqu'à date, j'ai commencé au mois de janvier, le mois de mars s'en vient puis j'ai encore d'autres bons films à parler ici à Prise de vue. Ça fait que merci d'être là, merci de m'encourager, de me supporter, merci de liker la page 500 médias, d'autres choses s'en viennent sur cette page-ci à travers 2025. Merci de la partager avec vos amis. Plus qu'on a du fun, ça fait que yes! Le film dont je vous parle aujourd'hui, c'est un film que j'avais hâte de voir, que j'avais hâte de vous en parler, et ça s'appelle The Monkey. 2 raisons pourquoi j'avais hâte de voir ce film-là. Première raison, c'est parce que c'est dirigé par nul autre que Osgood Perkins, qui est le fils de Anthony Perkins, qui est le légendaire acteur qui a joué Norman Bates dans Psycho, chef-d'œuvre de 1960 et un de mes films préférés. Osgood Perkins qui a acté aussi, et c'était là. D'ailleurs, il y a un petit rôle dans le film The Monkey, mais dernièrement, se penche plus du côté de la direction, réalisation des films, plus travailler derrière la caméra. C'est lui qui nous avait offert Long Legs à l'automne passé, un film qui avait été quand même un bon hit au box-office. Moi, je l'ai vu et je dois vous avouer qu'il m'avait laissé un peu sur mon appétit. Le film commence bien, mais à mi-chemin, on dirait qu'il abandonne sa raison d'être et la raison de qu'est-ce qui se passe justement dans le film. Puis pour moi, personnellement, je trouvais que ça a tombé à plat un peu. Mais j'avais quand même hâte de voir ce qu'elle allait nous offrir. Puis je comprends un peu pourquoi Perkins se concentre à travailler dans la caméra, je veux dire, parce que c'est comme côté acting, son père a joué dans Psycho, lui a joué dans Legally Blonde. Là, ça fait que, tu sais, là. Quoique au début des années 80, il était un jeune Norman Bates dans Psycho 2. Ça fait, il y a quand même ça dans son résumé. Et autre raison aussi que j'avais hâte de voir The Monkey, c'est parce que c'est basé sur une petite histoire écrite par nul autre que Stephen King, un de mes écrivains préférés. Puis j'ai pas lu la petite histoire, puis ça me déçoit un peu parce qu'habituellement, quand c'est un œuvre de Stephen King qui est sorti en film adapté au cinéma, j'aime lire le livre pour voir le film, puis après ça, comparer les deux. Et là, j'ai pas eu la chance de le faire, mais je vais justement lire The Monkey à un moment donné juste pour voir c'est quoi la différence, parce que cette histoire-là, ça s'est écrit début années 80, sinon fin années 70, ça fait que ça reste à voir. Ça fait que The Monkey, en résumé, c'est l'histoire de 2 jumeaux en 1999, tout jeunes, dont leur père est un pilote d'avion qui a abandonné sa famille à un moment donné, a laissé les 2 garçons avec leur mère, et étant donné qu'il a voyagé à travers le monde, il y a un garde-robe plein de souvenirs, et les 2 jumeaux, à un moment donné, vont fouiller dans ce garde-robe-là, trouvent un singe, donc tu tournes la clé dans le dos, puis il va jouer du drum. Ça fait que les enfants trouvent ça bien cute, puis, un petit jouet passe-temps, mais réalisent assez vite qu'à chaque fois que le singe joue du drum, ben il y a quelqu'un, principalement dans leur entourage, qui va mourir, et mourir mourir de façon spectaculaire. C'est quelque chose à voir, c'est ça en fait vraiment le but d'aller voir ce film-là, c'est de voir la façon dont les personnages qui meurent dans ce film-là, la façon qu'ils vont mourir, parce que Osgood Perkins avait justement dit dans l'entrevue que toutes les façons que les personnages allaient mourir, ça allait être over the top, exagéré et même impossible. Et il disait que c'était pour une raison, que la raison pourquoi il a fait ça. Il disait qu'il voulait pas que quelqu'un arrive à lui après puis il dit hey moi j'ai un membre de ma famille qui est mort de cette façon-là, puis quand j'ai vu ça m'a triggeré. Ça arrivera pas, c'est trop over the top. D'ailleurs, l'univers en tant que tel dans le film de Monkey, c'est quasiment une caricature de la réalité, si tu veux. C'est les traits de personnalité des personnages sont amplifiés, sont exagérés. Si quelqu'un qui est de bonne humeur, il est vraiment trop de bonne humeur. Si une personne est méchante, ben vraiment méchant, c'est genre, il y a une vue cynique justement de la vie de tous les jours dans ce film-là, puis la mort justement a un impact assez important dans ce film-là. Et comme je disais, c'est assez intense comme décès à chaque personnage, parce que oui, le film est gory, il est violent. Et ça fait que le film est très drôle pour une raison ou une autre. Mais là, c'est ça, un coup qu'il s'aperçoit que le singe a des pouvoirs méchants comme ça, il décide de s'en débarrasser. Et là, on avance 25 ans plus tard, donc en 2024, où les 2 jumeaux, qui n'ont jamais eu vraiment une bonne relation, puis ils ont dû vivre avec le trauma de non seulement avoir des gens dans leur entourage mourir, mais aussi de les voir
personnellement. Et ça fait qu'ils vivent chacun de leur côté. Ça fait des années qu'ils se sont pas parlé, mais là, doivent se reparler parce que le singe, d'une façon ou d'une autre, est revenu pour les hanter, si on veut, après qu'une série de personnes sont décédées de façon assez spéciale. Je veux pas parler des décès, parce que je veux pas rien ruiner de surprise pour si vous allez voir ce film-là, mais vous donner un exemple de l'univers du film. À un moment donné, il y a une femme qui meurt d'une maison qu'elle essayait de vendre. Après son décès, il reste pas grand-chose de elle. Puis là, les ambulanciers sortent les restes du corps pour l'apporter à l'hôpital ou au coroner, whatever. Et à l'extérieur de la maison, il y a des cheerleaders, c'est comme tu vois au football avec les pompons, puis ils comme oh the bodies, yeah the bodies, the bodies. Ils sont excités, puis c'est jamais expliqué, c'est une scène comme ça qui n'a pas rapport, et après ça on passe à autre chose, et c'est parfait comme ça. Ça vous donne l'idée de genre de film que c'est, parce que c'est de l'humour noir, mais en même temps, ça deal aussi avec justement les effets de la mort, puis la mort dans la vie de tous les jours. On sait que c'est sérieux et triste, puis ça fait que justement pour balancer ça, c'est la façon dont les personnages meurent qui apporte un trait humoristique à ce film-là. Qu'est-ce que j'ai aimé, ce qui m'a surpris aussi, c'est que l'acteur Josh Theroux, dans ce film-là aussi, c'est pas des acteurs vraiment connus, mis à part deux cameos de Hollywood, de nom assez gros quand même de Hollywood, qui ont chacun une scène, et après ça, on les voit plus. J'ai trouvé ça bien drôle. Mais Josh Theroux qui joue dans ce film-là, j'ai juste réalisé après le film qu'il jouait le rôle des deux jumeaux, Bill et Hal, si je me trompe pas, dans la vie adulte. J'avais même pas réalisé ça quand je regardais le film, à quel point les deux, même si c'était des jumeaux, ça ressemblait pas vraiment, mais c'est Josh Theroux qui fait les deux personnages, donc je le félicite pour ça. Il a fait une excellente job. Le film est vraiment le fun. À 1h38, j'ai vraiment aimé ça. Ce qui est particulier du film, c'est que même si ça se passe en 99, après ça en 2024, le vibe, le visuel du film, on dirait que tu croirais que c'est des années 60 de bout à l'autre. Ce que les gens portent comme linge, les décors dans la maison, les véhicules qui drivent, ça fait vraiment 1960, même côté technologie, à part une fois où il y a un personnage qui se sert d'un cellulaire. La technologie du 21e siècle est jamais mentionnée ou même utilisée dans ce film-là, que ce soit l'Internet, les réseaux sociaux. On cherche une personne, on va dans le bottin téléphonique, on appelle sur des lignes maison, là, avec les téléphones encore accrochés sur le mur, puis qu'attacher une ligne, une côte, je devrais dire. Ça fait que de ce côté-là, on dirait vraiment, tu dirais que le film arrive des années 60, puis je comprends pas pourquoi que on n'a pas fait le film des années 60, il me semble que ça aurait marché, mais c'est pas comme si c'est de quoi qu'on lève au film, au contraire, parce que le visuel est quand même bien réussi, surtout pour ce ton-là. Puis côté du ton, justement, j'ai trouvé que le ton est constant, le rythme du film est bon, même si des fois il est off-beat un peu, mais c'est justement ça que cet univers-là nous apporte, parce que même dans l'intro du film, pour nous présenter l'univers, quel genre d'univers qu'on va embarquer dedans, puis quel genre d'aventure qu'on va vivre pour le film, c'est une intro où justement le papa des jumeaux arrive à un pawn shop pour se débarrasser du singe parce que lui aussi il a réalisé que ce singe-là a des pouvoirs maléfiques et il y a une situation qui fait qu'il peut pas tout à fait s'en débarrasser. Ça apporte rien à l'histoire, mais comme je disais, c'est une intro pour qui nous ouvre la porte à le genre d'aventure qu'on va vivre en écoutant ce film-là. Il y a certains bouts des fois qui est un peu décousu parce qu'à un moment donné, on présente un personnage secondaire qui est comme essentiel au troisième acte pour justement aider au dénouement de la fin du film, mais la façon qu'il nous est présenté, qui est arrivé dans le film, c'est un petit peu comme broche à foin un peu là. Mais quand même, c'est pas assez gossant pour ruiner le film. Et parlant encore une fois du rythme du film, le rythme il est constant, puis dans le film Long Legs de l'année passée, je reprochais justement ça au film, d'être tout le temps sur la même ligne, jamais shifter de gear, jamais comme monter en émotion ou du coup, puis je trouvais que c'est une déception. Mais dans ce film-là, on dirait que ça marche étant donné qu'il y a tellement un trait assez humoristique que si on dirait que tu es plus là pour rire que pour suivre l'histoire en tant que telle, quoi que tu veux savoir comment ça va, qu'est-ce qui va se passer puis comment ça va finir. Parce qu'il y a quand même un bon petit twist à la fin. Il y a comme il y a une valeur à la production. Là. On n'a pas juste voulu faire des morts pour des morts puis that's it. On a voulu quand même rajouter de quoi qu'elle allait tenir les auditeurs ou auditrices intéressés à l'histoire en tant que telle, mais si on dirait que ça monte, ça grimpe pas, ça reste tout le temps sur la même échelle, puis même à la fin du film, on dirait que tu as le sentiment que
ça aurait pu continuer. On dirait que la fin n'est pas finale. Puis je pense aussi ça, c'est un peu voulu pour nous donner comme un peu ce qu'on appelle une fin en queue de poisson, juste pour nous, tu sais, nous laisser un peu nous imaginer comment le film pourrait finir ou ben, comment l'aventure pourrait se continuer avec les personnages qui ont survécu à ce fameux singe. Singe, en passant, qui dans le film que je disais, il joue du tambour, mais dans l'histoire de Stephen King, il faisait des cymbales. Puis on a décidé de changer ça parce que le singe qui joue des cymbales fait une apparition dans Toy Story 3. Et on sait que Disney et Pixar sont bien agressifs quand ça vient aux droits d'auteur, puis les copyrights, puis tout ça. Ça fait que tant qu'à s'éviter une chicane légale en cours pour les droits sur le singe avec les cymbales, ben ils ont mis un singe qui jouait du drum, puis écoute, ça fait pas grande différence au film non plus. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la raison que ce singe-là, avec les cymbales, est dans Toy Story 3, c'est que le directeur du film était un fan de Stephen King, puis il voulait y rendre honneur en mettant ce singe-là dans le film, et en même temps, ben là, ça y a comme coupé un peu les jambes pour réaliser un film plus fidèle à son histoire. Mais étant donné que j'ai pas lu l'histoire, je sais pas à quel point c'est différent. Puis le film a été quand même écrit par Osgood Perkins pour justement être adapté au grand écran. Puis selon moi, ça a fait une bonne job. Ça fait que en résumé tout ça, j'y donne un 7.5 sur 10, une note bien méritée. Je trouvais que 8 était peut-être un peu trop généreux parce que autant que moi j'ai aimé ce film-là, je suis conscient que c'est pas un film pour tout le monde. C'est avec genre de point de vue cynique et attitude de quasiment caricature de la société d'aujourd'hui. C'est peut-être pas pour tous les gens. Le film aussi, comme je disais, il est gory et violent. Pas aussi gory que je m'attendais un peu plus que ça, mais quand même, cœur sensible s'abstenir parce que c'est un film justement qui est fait pour les fans d'horreur et aussi au point de vue de l'histoire, comme je disais. Si je l'écoutais, j'aimais ça, puis j'étais comme petit cours, ça serait pas peut-être un film pour tout le monde. C'est un peu comme quand j'avais écouté une couple d'années passées Grimsby Brother. J'ai ri tout le long du film, j'ai adoré ça, puis en sortant, j'étais comme moi, ça va être un flop parce que c'est pas c'est pas grand public. Puis c'est un peu la même affaire pour justement le film The Monkey, qui a été réalisé par la production, la compagnie Neon, qui est une genre de compagnie indépendante à plus petit budget, si tu veux, comparé si à Universal ou Disney ou Sony. Un peu comme la compagnie A24, ils offrent des films un peu plus expérimentaux. Et entre les deux, je te dirais que je préfère A24 jusqu'à date parce qu'eux aiment plus expérimenter dans plus de différents styles, tandis que Neon, eux, sont plus comme de l'horreur, thriller, suspense. A24 va aller dans la comédie, va aller dans la fiction, science-fiction, horreur. L'année passée, cette compagnie-là nous avait offert Civil War, que j'ai vraiment aimé. Puis là, ce printemps, on va avoir Death of a Unicorn, qui a l'air quand même assez intéressant comme film, avec Jenna Ortega et Paul Rudd, un film que je vais aller voir, puis je pourrais vous en parler quand il est ressorti, puis je l'aurais vu. Mais Neon nous offre quand même des bons films, puis avec The Monkey, je pense que c'est une réussite. Ça fait que si je vous recommande le film, oui, fortement, vous êtes fan d'horreur, vous êtes fan de comédie noire, si vous aimez des choses qui est off-beat, The Monkey, ça, c'est pour vous autres. Ça fait que merci. Bon cinéma pour les films que vous allez voir. Bonne écoute. Et à venir pour prise de vue, les 2 prochains films, je pense que ça va être The Gorge qui s'en vient. Un film qui est sur Apple TV+, l'autre plateforme de streaming à la Netflix puis à Amazon, mais qui est pas aussi populaire que ces plateformes-là, mais que moi, personnellement, je trouve qu'il vaut vraiment la peine. Il y a d'excellentes séries, d'excellents films là-dessus, puis pour le prix, je pense que c'est justifié, surtout qu'on paye quasiment 25$, c'est pas plus pour Netflix puis Amazon, il faut que tu payes extra pour pouvoir avoir d'annonces, ça. Fait que je trouve qu'Apple TV+, c'est quand même une belle alternative, puis comme je dis, il y a des bons films. J'ai mes billets aussi pour Mickey 17, un film avec Robert Pattinson, lui qui a joué dans la trilogie aussi. Comme ça, il y a eu plus que 3 films pour Twilight. Moi, en tout cas, dans ces films-là, il a joué dans ces films-là. Et aussi, on l'a vu jouer Bruce Wayne / Batman dans The Batman. Curieux de voir que ce film-là va nous offrir et nous apporter. Ça fait qu'il y a encore plein de bons films qui sortent tant du côté de la télévision que du côté cinéma. Ça fait que je vais avoir pas mal de quoi vous parler à tous les semaines. Ça fait qu'on se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode de Prise de vue. Salut!